Tenemos con nosotros al profesor François Horst. Le va a introducir Julia Sabina, porque nos gusta que la gente joven participe y dé una mirada nueva y distinta. De verdad, François, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar en contacto contigo. Además, he conocido más a fondo tu trabajo. He comprado tus libros en francés y ha sido para mí un placer conocer tu mirada, y especialmente me interesó el abstract que nos enviaste, que creo que es muy potente. Me gustó mucho la idea del rechazo frente a las élites, porque creo que es el problema global, pero yo realmente no lo he profundizado, y de verdad muchas gracias por traer a esta conferencia este tema, y por tus libros recientes y por tus ideas y por estar aquí. Y ahora tiene la palabra Julia para presentarte, y después en el diálogo daremos paso a la audiencia y, podemos hablar todo lo que haga falta y lo que tú consideres responder. Y gracias otra vez. Está también Alba, que es una estudiante que nos va a ayudar junto a Iris en organizar el diálogo para que se dinamice. Tenemos otra red social en Discord y en las redes sociales, y así lo vamos transmitiendo. Muchísimas gracias, François, y ya puedes hablar, Julia. Voy a saludar un momento francés y luego Sí, empiezo sí. la presentación en español. Sí. Merci beaucoup. Micro. Oui, c'est les... Ah, je pense... c'est bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup, François, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un moment vraiment merveilleux pour nous, surtout parce que je pense que tous les étudiants de communication audiovisuelle en cinéma ont lu vos livres, et c'est un moment vraiment spécial. Seulement, on regrette le fait que vous n'êtes pas pu venir à Alcalá, à la belle université d'Alcalá, que je pense que vous aimeriez beaucoup voir, parce qu'arquitectoniquement, ça, c'est vraiment une belle université. Voy a presentar directamente a François Jost, que, como he dicho, para todos los que hemos estudiado comunicación audiovisual, cine, realmente es una de las bases pues primeras, ¿no? de siempre de todo esto, de lo que es toda la narración audiovisual. François Jost, si ha habido una razón por la que es conocido, porque es una persona muy conocida aparte en España, en Latinoamérica, pero es una persona muy mediática también en Francia, es una persona que siempre está en los medios, que explica, y todo se debe a una cuestión, es que François Jost siempre ha sabido estar por delante o justo en el momento en el que está viviendo. Siempre ha sabido cuándo había analizar el cine, cuándo había que analizarlo, y empezar a estudiar la televisión cuándo había que empezar a estudiarla. Me hacía reír el otro día uno de sus posts en internet, en el que decía, cuando escribí mi libro L'Empire du Loft sobre Love Story, el editor me dijo: ¿por qué ha escrito usted un libro sobre la telerrealidad? Que es algo completamente que va a pasar de moda, y ahora estamos constantemente, ¿no?, hablando sobre este fenómeno. François Jost empezó a trabajar sobre el Nouveau Roman, empezó a imponer una... Bueno, él ha enseñado la semiología audiovisual en la Universidad de París III, en la Sorbona, ha dirigido el CEISME, que es el Centro de Estudios sobre las Imágenes y los Sonidos Mediáticos, también en París III. Es miembro del Consejo de Administración del GREP, que es el Grupo de Investigación sobre Ensayos Cinematográficos, y también es responsable del taller metodológico de la INATEC, que es el INA, que es el Centro de Audiovisual francés, para lo que es la restauración de películas. Él ha empezado a imponer esta semiología de la segunda generación, en el que ya se habían dado cuenta de que la estructura narrativa era un punto de comienzo, pero también una construcción constante del espectador. Es una persona que ha puesto siempre el ojo sobre el espectador, sobre la cámara. Escribió L'œil caméra, el ojo cámara, un mundo a nuestra imagen, donde hablaba sobre la enunciación audiovisual desde el punto comunicacional, y también
empezó a estudiar, como os he dicho, la televisión, muy pronto, no limitándose únicamente al cine, en un momento en el que todo el mundo estaba estudiando el cine, empezó ya con la televisión, empezó a estudiar la telerrealidad, empezó a remontarse a lo que serán las raíces del fenómeno incluso desde 1954. Va a escribir la televisión de Quotidien, L'Empire de Love, que va a ser también una revolución, el culto del banal, y actualmente está en medio de todas las polémicas por todo, con su nuevo libro, Sortir de la haine, en el que está haciendo como un análisis pues, de todo lo que está ocurriendo con los espectadores, el poder, Twitter, las redes sociales. Bueno, es que es muy difícil realmente resumir cuál es la obra de François Jost. Realmente es, bueno, pues tenemos un privilegio escucharle en estos momentos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, agradezco a los organizadores de esta conferencia. Agradezco por su invitación, por supuesto, pero también su tenacidad. En las circunstancias que vivimos desde hace 2 años, hubo muchas razones para estar desanimado y abandonar este proyecto. Sin embargo, nunca he sentido esta actitud en ellos. Por supuesto, lamento mucho no estar en la Universidad de Alcalá. Estuve encantado de visitar esta universidad que no visité. También tenía muchas ganas de venir a España, que es un país que amo y que visito con regularidad. Espero que esto sea posible muy rápidamente y agradezco nuevamente a los organizadores, especialmente a Pilar Lacasa y también Julia Sabina Gutiérrez por su presentación. C'est tout ce que je dirais en espagnol, en espérant que vous avez compris quelque chose. Ma femme m'a dit, ils ne vont rien comprendre, mais j'ai quand même essayé. Mais merci beaucoup vraiment à Pilar, que je suis content de voir quand même de vue maintenant. Et bien sûr, je suis très heureux de revoir aussi mon ancienne étudiante, maintenant docteur et adulte. Donc, c'est formidable. Alors, je vais commencer maintenant ma communication. Oui. Bon, on se souvient peut-être que dans les mythologies, Barthes avait une double ambition, une critique idéologique portant sur le langage de la culture dite de masse et, je le cite, le montage sémiologique de ce langage. Au fil des ans, la première ambition a été abandonnée. Elle a fini par se diluer et la sémiologie est devenue une sorte de territoire autonome, souvent déconnecté de l'analyse de la société. Certaines analyses immanentes sont des chefs-d'œuvre de virtuosité, mais apparaissent comme coupées de la société, comme une sorte d'art pour l'art. Plus j'ai avancé dans la sémiologie et dans ce que Barthes appelait l'aventure sémiologique, plus il m'a semblé que par un juste retour des choses, le devoir du théoricien des médias est d'articuler ses analyses à la société dans laquelle il se développe. Cela ne veut pas dire qu'il faut délaisser la sémiologie au profit de la sociologie, comme le croient certains sociologues qui imaginent que Barthes était un sociologue. Il s'agit plutôt de s'en servir pour comprendre la société. Pour établir un lien entre les productions culturelles et la société qui les voit naître, certains les considèrent comme des reflets. Et l'on voit fleurir aujourd'hui une pluralité d'études de représentation qui mettent au jour quelle image de la femme, quelle image de l'homme, des jeunes, etc., donne à voir, par exemple, les séries ou la publicité. Bien que ces recherches soient tout à fait légitimes, je préfère, quant à moi, établir une autre sorte de lien entre les objets médiatiques et la société. Les considérer comme des symptômes
ce qui revient à revenir au sens médical de la sémiologie. Pour différencier cette démarche de la sémiologie, j'ai proposé de parler de sémiologie, qui est un mot qu'on utilise aussi et qui est synonyme de sémiologie. De même que le mythe chez Barthes ne se donne jamais sous le signe de l'évidence, le symptôme n'est pas, contrairement au reflet, un signe transparent dont la signification apparaîtrait au seul regard. Il ne ressemble pas non plus forcément à l'objet dont il renvoie ou déforme l'image. Plutôt qu'une icône, le symptôme est un indice qui garde la trace de son objet sans forcément lui ressembler. Un mal de tête ne ressemble pas à quoi que ce soit de la tête. Il ne ressemble pas à sa cause. Le symptôme est plus qu'un signe, c'est un signe de crise ou tout au moins d'un fonctionnement pathologique du corps. Dès lors, considérer les programmes et les discours comme des symptômes, c'est à la fois les considérer comme signes d'un objet qu'ils ne manifestent pas explicitement, mais signe d'une signification latente et envisager dans quelle mesure ils disent quelque chose d'un état de la société, de la politique ou des téléspectateurs. Ce quelque chose étant dans certains cas un dysfonctionnement, un malaise ou une part sombre de nous-mêmes. Mettant en œuvre cette conception, je montrerai dans cette conférence comment l'étude de commentaires sur un site ou sur des réseaux sociaux ont anticipé sur un mode verbal des crises qui sont apparues dans la réalité. Celle des Gilets jaunes en France et celle ensuite des problèmes sanitaires. Je prends juste, attendez, un instant, voilà. Cette conférence part d'une observation des réactions des internautes à la suite des chroniques que j'ai publiées entre 2012 et 2016, chaque semaine, sur le 6 Le Plus du journal l'Obs, abréviation de l'Observateur, le Nouvel Observateur, qui était un journal issu d'une tradition de gauche. Sur ce site existaient deux sortes de contributeurs. D'une part, des contributeurs appelés experts, qui écrivaient régulièrement des articles ou des tribunes, et d'autre part, des usagers qui étaient invités à participer en proposant des textes que le site nommait des témoins. Une ligne était ainsi tracée entre ceux qui étaient censés posséder un savoir et ceux qui étaient juste bons à rendre compte d'une expérience, mais pas à transmettre des analyses. Les internautes qui écrivaient un article sans y être invités par la rédaction étaient plutôt rares. En revanche, les commentateurs se manifestaient très régulièrement à la suite de la publication des textes des experts. Or, dans sa volonté de participation et de proximité avec ses lecteurs, qui sont deux rêves des médias numériques, l'Obs avait oublié qu'Internet repose sur une présomption d'égalité, comme le dit un chercheur français, Cardon, au nom de laquelle, présomption d'égalité, au nom de laquelle des critères comme les diplômes, l'âge, la situation sociale n'ont pas à être pris en compte pour juger de la légitimité d'un propos. À cela s'ajoute l'idée qu'Internet est un espace où les conventions sociales, politesse, formalisme sont suspendues. La possibilité d'intervenir dans des débats sous pseudonyme renforce encore cette idéalisation démocratique où l'individu n'est évalué qu'en fonction de ce qu'il dit. Dès lors, quand un site marque explicitement la différence de statut entre des experts et des anonymes qui peuvent proposer des contributions, les trolls sont là pour rappeler que dans ce monde numérique, ceux qui se prévalent de leur statut sont des cibles toutes trouvées. On peut faire l'hypothèse, en l'espèce, que la séparation apparente de ceux à qui on demande d'écrire et les témoins qui sont encouragés à livrer leurs sentiments plutôt que leurs pensées a mis de l'huile sur le feu. La présentation des participants à ce forum en est le symptôme. Chacun avait la possibilité de se présenter à la fois par une étiquette, une illustration et quelques lignes. Déjà à ce premier niveau, les stratégies mises en œuvre s'opposaient. Tandis que les experts sont identifiés par leur patronyme, les commentateurs utilisent plutôt des pseudonymes. Tandis que les premiers sont caractérisés par une bio, spécifiant un nom de profession, des références à leurs travaux, des renvois à leur site, les seconds se passent la plupart du temps de profil et le contournent
par des qualificatifs qui décrivent plutôt un état d'esprit, optimiste, ou libre penseur, ou poil à gratter, ou carrément un refus de jouer le jeu de l'identification distinctive. Par exemple, simple citoyen, on s'appelle simple citoyen, ou même on s'appelle qu'est-ce que vous pouvez en avoir à foutre. Donc, on voit qu'il y a un refus très souvent de se nommer. Les internautes qui écrivent sous leur vrai nom adoptent généralement le même comportement que les experts, en déclinant eux aussi leur activité dans la société. À ce niveau des présentations, donc, on observe déjà une opposition sourde, mais bien présente, entre ceux qui revendiquent leur position dans l'espace social et ceux qui, pour ainsi dire, se fondent dans la masse ou revendiquent d'y appartenir. Quant aux experts, la lecture des réactions des internautes incite à les classer en deux catégories. D'un côté, il y a des experts qui appartiennent à une catégorie de profession légitime. Par exemple, un médecin ou un neurologue, un dermatologue, un avocat. Et puis ceux qui ont des professions qui sont moins légitimes aux yeux des commentateurs. Philosophes, analyse des médias, sémiologues, chroniqueuses rhétoriques, etc. Si les articles signés par des représentants des premières entraînent des commentaires sur des cas particuliers ou des expériences personnelles, en revanche, les textes émanant des seconds entraînent très souvent des commentaires très négatifs. C'est donc à ceci que je me suis intéressé pour comprendre l'animosité du commentateur et le plaisir qu'il tire de son intervention dans la discussion. Voilà, quelques exemples. Par exemple, un article d'expert qui est philosophe, qui a pour titre « Une bonne résolution est aussi réversible qu'un canapé ». Ça entraîne ce commentaire, aussi réversible qu'un canapé, mais qu'est-ce qu'un canapé réversible? J'espère que cette phrase d'accroche ridicule a été pondue par le stagiaire et pas par le philosophe. Ou encore, par exemple, à l'Obs, on a tellement besoin, à l'Obs, on est tellement intello qu'on a besoin d'un philosophe pour choisir ses cadeaux de Noël. Ou encore, par exemple, pour moi, qui suis attaqué très souvent, on mettre, ça fait peur de voir un prof d'université qualifier un référendum avec une forte participation après une campagne longue d'apparence de démocratie. Ou on va encore écrire espérons que l'analyste a mis des gants et un masque anti-odeur pour autopsier cette entité nauséabonde. Donc on voit que les commentaires sont moins des attaques ad hominem, qui sont très fréquentes sur les réseaux sociaux, que des attaques a statutum, c'est-à-dire qu'ils mettent en cause le statut de l'expert. Ce sont moins les énoncés qu'il profère qui sont contestés que l'énonciateur lui-même et que l'énonciateur comme appartenant au monde social. Sur cette mise en cause de la légitimité de certaines personnes, de certains experts, on voit très nettement se séparer ceux qui se considèrent comme des simples citoyens, des sans grades, et ceux qui sont nommés experts. Et je considère donc que cette négation du statut des gens est le symptôme évident d'une fracture sociale qui se traduit ici comme partout ailleurs par un rejet des élites, empruntant à la rhétorique populiste dans laquelle on trouve une récusation populaire de l'établissement. D'un refus du statut à un rejet d'une catégorie sociale, il n'y a qu'un pas qui est très vite franchi. Par exemple, les experts sont plus violemment mis en cause encore quand on considère que finalement, c'est à cause d'eux que le pays se trouve dans une si mauvaise situation. Par exemple, je lis des items, c'est quand on lit ce genre d'articulés surréalistes
qu'on comprend à quel point le bobo social-démocrate est à côté de ses pompes, pardon, de ses bottes. Ou pire, par exemple, à propos d'un expert qui est politologue, un autre demande qu'est-ce que c'est qu'un politologue? Et on lui répond, il exerce dans ces sciences qui n'ont pas vu venir le Brexit, qui n'ont pas vu venir la victoire de Trump, qui n'ont pas vu venir la victoire de Fillon, le Premier ministre, aux primaires. Bref, un homme indispensable à notre société. Et l'autre répond, ce sont des idéologues de cette trempe qui détruisent le pays depuis des décennies. Donc, il y a un lien très fort et intéressant entre la dévaluation de l'intellectuel et sa mise en cause dans la destruction du pays, ni plus ni moins. Peu à peu, le site a pris conscience de cette opposition très forte entre deux catégories sociales et finalement, on a choisi d'éliminer les experts et de ne garder que les témoignages vécus de ceux qui étaient les commentateurs avant. Dans ce refus de l'intellectuel, on entend assez bien les paroles de Michel Foucault, qui écrivait déjà en 1980 « Ce n'est pas difficile, l'intellectuel, c'est celui qui est coupable. Coupable d'un peu de tout, de parler, de se taire, de ne rien faire, de se mêler de tout. Bref, l'intellectuel, c'est la matière première à verdict, à sentence, à condamnation, à exclusion. » Je trouve que c'est bien envahissant dans le discours sur les intellectuels et pas très rassurant. 2 ans après cette expérience de l'Obs, du plus de l'Obs, naissait le mouvement des Gilets jaunes. Et la phrase de Foucault retrouvait une certaine actualité, si tant est qu'elle ne l'ait jamais perdue. Ce mouvement, en effet, s'est très vite développé sur cette fracture sociale qu'avait révélé l'intervention des trolls sur le site Le Plus. Il développait une opposition entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas, entre une population de décideurs et une population d'invisibles, entre la France des régions et Paris. À côté des revendications financières, les Gilets jaunes demandaient d'ailleurs simplement un peu de considération, de reconnaissance de leur mérite. Leur slogan était d'ailleurs la demande de vivre dignement. De leur côté, les politiques ont accompagné ce discours anti-système. Pour Marine Le Pen, qui est au plus haut dans les sondages actuellement en France, je la cite, « Les élites, c'est ce qu'on peut appeler le système, qu'on peut appeler l'oligarchie, la Confédération Générale du Travail, la CGT, le MEDEF, le syndicat des patrons, les grands patrons de presse. Vous allez voir tout le monde. Vous avez toute une série de personnes qui, depuis des années, ont considéré que le peuple avait tort et que quoi que demande le peuple, ce sont eux, les élites, qui décideraient à la place du peuple. » Comme on voit, la définition des élites par Marine Le Pen est une sorte de fourre-tout où on trouve aussi bien les syndicats que les médias, que toute une autre série de personnes. Comme son père, Jean-Marie Le Pen, elle considère que les médias font partie eux aussi de ce système et qu'ils sont à la solde du pouvoir. Mais contrairement aux années 2000, où Le Pen père était le seul politique à désigner à la vindicte populaire le parti des médias, cette expression s'est répandue et est reprise aussi bien par l'extrême gauche que par la gauche et la droite. Je cite Mélenchon, qui est actuellement le principal leader de la gauche dite la France insoumise. Beaucoup d'amis n'ont pas encore compris que nous n'avons pas d'autre adversaire concret que le parti médiatique. Lui seul mène bataille sur le terrain en inoculant chaque jour la drogue dans les cerveaux. On voit donc que les critiques du système médiatique, qui est notamment qu'il est réservé aux élites, sont aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Cette remise en cause des élites s'accompagne d'une profonde défiance donc envers les médias anciens et notamment d'abord la télévision, qui est souvent, ces médias sont traités de merdias.
Des reporters sont attaqués. Pendant les dernières semaines en France, certains ont été vivement attaqués au point qu'ils sont actuellement à l'hôpital. Des kiosques de journaux ont été incendiés. Une radio régionale a été incendiée. Et donc, les journalistes ont du mal de plus en plus à sortir de chez eux. Dans ce contexte, le Facebook est devenu le lieu de l'information des Gilets jaunes. Dans la mesure où les médias étaient de plus en plus abandonnés, les Gilets jaunes se sont tournés vers Facebook. C'est d'ailleurs de Facebook qu'est parti le mouvement, motivé au départ par un refus de taxation écologique des carburants. Un chauffeur de camion avait créé un événement Facebook, tous ensemble, le 17 novembre 2018, pour le blocage national à la hausse du carburant. Ce mouvement a été amplifié par les réseaux sociaux, plus que par les médias. En effet, en 2018, Facebook a changé son algorithme afin que les utilisateurs soient moins exposés au contenu proposé par les pages que par les publications de leurs amis, de leurs voisins et des groupes Facebook. Les groupes Facebook des Gilets jaunes se sont ouverts à tous et chacun était libre d'y partager des messages. Dès lors, 80% du fil d'actualité est désormais composé de publications issues de ces groupes Facebook. Plus rien d'autre ne semble exister dans le monde en dehors de l'actualité des Gilets jaunes et des centaines de liens, de vidéos, de commentaires outrés auxquels l'internaute est exposé à chaque connexion. Refusant de s'informer par les médias, les Gilets jaunes prennent leur information dans la rue et les sympathisants comptent sur le bouche à oreille pour les diffuser au plus grand nombre. En reprenant une des expressions les plus connues, c'est « faites tourner ». Ce privilège accordé aux informations venant des manifestants explique que le premier casus belli avec les médias porte sur le nombre des manifestants. Cela facilite la circulation des fake news. On indigne les foules avec la mise en circulation de la photo d'une prétendue lettre signée de la main d'Emmanuel Macron, ordonnant à la police d'ouvrir le feu contre les manifestants. Mécaniquement, les membres les plus extrémistes des groupes Facebook parviennent ainsi à imposer leurs thèmes et à définir les termes d'un débat qu'ils finissent par contrôler. Ce bouche à oreille, refusant toute information venant des médias, débouche sur le complotisme. Toute contradiction dans l'information est immédiatement vue par les manifestants qui s'expriment dans les médias comme un symptôme de la manipulation. Il y eut un attentat à Strasbourg, à Noël, pendant la crise des Gilets jaunes. Le maire, le soir, a annoncé qu'il y avait 4 morts. Le lendemain, les journalistes ont parlé de 2 morts. Il n'en faut pas moins pour que la suspicion soit jetée sur l'honnêteté des médias. Attentat, on passe de 4 à 2 morts. Les médias, vous nous prenez pour des cons, dit un gilet jaune. Il y a quelque chose qui m'échappe. Le maire de Strasbourg annonce 4 décès hier, les journalistes en annoncent 2. Ce matin, ils en annoncent 3. Ils viennent de dire à l'instant que le bilan est à la baisse, qu'il y a 2 décès. Peut-être que tout à l'heure, on va nous dire que c'était le tournage d'un film. Donc, l'idée qu'une rectification puisse venir d'une vérification n'effleure pas un instant ces internautes. Encore une fois, l'énonciateur journaliste est soupçonné, en raison même de son statut, de chercher à tromper les citoyens. Cela explique qu'on ne rencontre sur les pages Facebook de la jaudisphère pratiquement aucun lien renvoyant délibérément à la presse. Pourtant, et c'est ça le paradoxe que je voudrais aussi mettre en avant, c'est que les journalistes comme les Gilets jaunes ont une conception du monde qui se rapproche l'une d'elles. Le journaliste ne dit pas expliquer les faits ou une information, analyser, il dit en France décrypter. C'est entendre que la réalité a 2 niveaux. D'une part, des phénomènes qui apparaissent, c'est l'étymologie d'ailleurs de phénomène, le monde sensible où se déroulent les faits. D'autre part, un monde intelligible, inaccessible à tout un chacun
et qui ne peut être dévoilé que grâce à l'expertise des professionnels de l'information. Comme si, sous le visible, existait toujours un arrière-monde donnant un sens plus réel ou plus vrai à l'événement que seul celui qui en possède les codes peut révéler. Le décryptage peut s'appliquer à n'importe quoi. Une décision d'un responsable politique, une catastrophe, la victoire de Nadal dans un tournoi. Cette conception d'un monde à double fond, dans lequel la vérité n'est pas là où l'on croit au premier abord, est paradoxalement partagée par les complotistes, sauf qu'elle est retournée comme un gant. Pour le complotisme, le journaliste est celui qui connaît la vraie vérité des événements, mais qui ne la communique pas pour des raisons inavouables, comme protéger le pouvoir, obéir à son employeur ou à des lobbies. Du coup, ce n'est pas seulement l'information qui est cachée, mais la finalité même de cette occultation. La causalité réelle des faits n'est pas dite, comme on dit. Bien qu'elle n'ait pas le même objet, cette conception va s'épanouir avec une nouvelle crise, la crise du Covid-19, qui est certes une crise d'abord sanitaire, mais qui s'est d'abord développée sur l'affirmation que l'origine du virus n'était pas naturelle, mais humaine, qu'il avait été fabriqué par le laboratoire de Wuhan, ou au contraire, qu'il avait été fabriqué par les États-Unis pour détruire la Chine. De l'anonymat de cette fabrication, on est passé ensuite à la mise en cause d'un grand manipulateur, Bill Gates lui-même, qui aurait organisé la pandémie en lien avec la 5G, qui faciliterait et accélérerait la dissémination du Covid-19 en le diffusant via les ondes radio utilisées pour transporter l'information. Ou encore qu'il aurait organisé un génocide sanitaire dont le vaccin serait l'arme ultime. Comme pour les Gilets jaunes, les informations contradictoires ont été le ferment du conspirationnisme. Une page Facebook anti-masque, une page qui s'appelle Stop Carnaval masqué, Stop Dictature, une page Facebook donc en témoigne. Elle liste une série d'affirmations qui ont été contredites au fil des jours. Les enfants sont très contagieux, les enfants ne sont pas contagieux. Les gens asymptomatiques sont contagieux, les gens asymptomatiques ne sont pas contagieux. Les masques ne servent à rien, les masques sont obligatoires. Et bien d'autres encore. La conclusion de ces antagonismes, parfois désignés comme un changement de doctrine, est simple. Je la cite, « Est-ce qu'on va accepter longtemps d'être pris pour des cons ?» La phrase que nous avons rencontrée lors de l'attentat de Strasbourg est donc reprise telle qu'elle quand il s'agit de la crise sanitaire du Covid. À parcourir cette page Facebook Stop Carnaval masqué, Stop Dictature, on retrouve cette détestation des médias qui était celle des Gilets jaunes. Une personne penchée sur un lavabo se met de l'eau sur le visage. La légende donne la signification de ce dessin. Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage. Lavez-vous les yeux après avoir regardé la chaîne de télévision BFM TV. Un commentaire surenchéri, How to stop COVID-19. Il répond par l'image d'un poste de télévision jeté par la fenêtre. Une autre image représente une oreille recouverte d'un masque. Un poste donne la raison de cette méfiance. Patrick Drahi, propriétaire de la chaîne BFM, est un ami de Macron et il est aussi actionnaire du laboratoire Gilead. Donc tout s'explique. Voilà pourquoi le médicament, l'hydrochloroquine, qui était promu par le professeur Raoult, dont a parlé tout à l'heure Julia Sabina, voilà pourquoi il est ce professeur ridiculisé par certains médias. Si cette page Facebook fait référence au carnaval par association avec le masque, cette métaphore mérite d'être utilisée pour une raison plus profonde. La méfiance des Gilets jaunes envers les médias entraînait à la fois une négation des informations que ceux-ci délivraient et des gestes violents. La croisade anti-masque
procède par une série d'informations qui témoignent d'un renversement des valeurs propre à la fonction du carnaval pour Mikhail Bakhtin. Pour Bakhtin, je le cite, on commence, le théoricien de la littérature, hein, bien connu, on commence par renverser l'ordre hiérarchique et toutes les formes de peur qu'il entraîne, vénération, piété, étiquette, c'est-à-dire tout ce qui est dicté par l'inégalité des hommes. Très symptomatique de cette attitude, la transformation des scientifiques et de ceux qui les écoutent en croyant. C'est-à-dire que les scientifiques ne sont plus ceux qui savent, mais c'est ceux qui croient. Par exemple, je lis cette phrase, bon, pour les croyants du masque, car cela devient de la croyance, ou encore, on va voir traiter ceux qui suivent le savoir scientifique, on va les voir traiter de moutons. On trouve des preuves visuelles un peu partout, comme le fait, par exemple, que le président de la République, à un moment donné, n'a pas mis de masque. Donc, ça prouve qu'il sait que ça n'est pas dangereux. En l'occurrence, cette photo date de 2 ans plus tôt, et donc c'est une fake news, mais elle circule sur les réseaux sociaux. Après cette assimilation de la science à la croyance, le deuxième renversement des valeurs consiste à transformer les mesures pour une sécurité sanitaire en attentats. Ça nous rappelle l'attentat de Strasbourg. Par exemple, je cite une phrase, « Nous croyons qu'il n'y a plus de terrorisme dans nos pays parce que ce sont les médias et les gouvernements qui répandent la terreur d'un faux virus pandémique avec des mesures liberticides sans fondement réel et sérieux. Le terrorisme et l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses, nous y sommes. » L'auteur de ce texte poursuit son aversion carnavalesque du monde par une remise en cause de l'ordre hiérarchique représenté par la police et l'armée qui sont considérées comme inexistantes. Et donc, on assiste finalement encore à une lecture d'un monde à double fond, typique du complotisme, un monde qui masque sa véritable intention par des atours sécuritaires. Le texte conclut, l'horreur dans toute sa splendeur, déguisée en mesures sanitaires. Un dernier retournement consiste à faire de la pandémie une maladie beaucoup moins dangereuse qu'une autre, eu égard au nombre de morts qu'elle fait. Un dessin très éloquent à cet égard représente l'entrée au paradis des foules compactes attendent devant des portes édictées sida, guerre, famine, crise cardiaque, cancer, tandis que 3 ou 4 personnes seulement se dirigent sur un tapis rouge vers une porte où est inscrit VIP coronavirus. Les discours anti-médias des Gilets jaunes et des anti-masques partagent la même vision du monde. Mais si les premiers visaient prioritairement les mensonges de l'État et de l'information, les seconds vont plus loin. Il ne s'agit plus seulement de nier, mais aussi d'affirmer une vérité fondée sur un retournement carnavalesque des valeurs et des hiérarchies. Et ce faisant, de dénoncer une dictature masquée. Ceux qui tiennent ces discours, les Gilets jaunes et les anti-masques, sont-ils les mêmes? Une enquête sociologique approfondie a montré que les catégories sociales des anti-vaccins ne se recoupent que partiellement avec celles des Gilets jaunes. Ce qui réunit ces derniers, les Gilets jaunes, c'est la méfiance envers non seulement les médias, mais les institutions en général, police, justice, et puis même la science en tant que telle. 1 an avant la crise sanitaire, une enquête de l'IFOP, l'Institut de sondage IFOP, pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch sur le complotisme, concluait que 43% des Français étaient d'accord sur le fait que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au public la réalité sur la nocivité des vaccins. Certaines rumeurs sur le web vont plus loin, voyant un poison destiné à éradiquer 80% de la population mondiale. Une étude de la même fondation de septembre 2020 confirme ce que l'analyse sémiologique avait pressenti. La défiance grandissante envers les institutions, incarnée d'abord par des statuts personnels,
ensuite par des mouvements sociaux dans la rue. Les anti-masques, disent les auteurs de cette étude récente, les anti-masques, ce sont un peu des super défiants au sein d'une population déjà elle-même défiante. Seuls 6% de cette population auraient confiance dans l'institution présidentielle, contre 34% pour la population française. Et uniquement 2% ont confiance en Emmanuel Macron, le président de la République, contre 35% des Français. Le système hospitalier n'est pas non plus épargné. À peine 53% d'entre eux lui accordent leur confiance, contre près de 87% pour la population générale. En outre, 82% pensent que le peuple devrait prendre des décisions politiques les plus importantes en lieu et place des responsables politiques. Des représentants qui, pour 76% des sondés, devraient être des citoyens ordinaires, ce qui, adjoint à d'autres réponses du questionnaire, témoigne, selon l'auteur, d'attitudes populistes. L'étude conclut que le mouvement des anti-masques est le symptôme que les citoyens veulent se saisir pleinement des questions politiques sans attendre d'éventuelles consignes d'institutions et de partis qui ne bénéficient de toute manière plus de leurs croyances. Cette analyse concerne la France, mais je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant qu'on retrouverait des fonctionnements similaires dans bien d'autres pays. L'assaut du Capitole à Washington ne relève-t-elle pas du même fonctionnement que celui que j'ai décrit dans cette conférence? Lui aussi fondé sur la théorie du complot et sur une défiance envers l'institution politique qui a truqué le vote. Lui aussi appuyé par sur une détestation des médias. En France, c'est d'ailleurs de justesse que la marche sur l'Élysée a été enrayée pendant les manifestations des Gilets jaunes. Voilà, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, les sciences de l'information et de la communication ont tendance à considérer qu'il faut partir du terrain pour forger nos connaissances de la réalité. Mais qu'est-ce qu'un terrain? Des entretiens, des données quantitatives obtenues par sondage ou des enquêtes? Une question épistémologique devrait s'accompagner de toutes ces méthodologies. Quelle sorte de savoir nous apporte-t-elle? Savoir que X% des Français se méfient des masques ne nous dit rien sur le pourquoi de leur méfiance. En revanche, analyser les réseaux sociaux, les posts sur Facebook ou les commentaires sur un site nous en apprend parfois beaucoup plus, surtout quand ils sont les symptômes d'une crise en gestation. En ce sens, ce sont tout autant des terrains que ces fleuves chiffrés de la rue, comme disait Michel de Certeau, qui se contentent de classer, calculer, mettre en tableau, mais ne connaissent presque rien. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez pu suivre mon intervention. Muchas gracias, Françoise. Perdón, voy a poner mi canal en español. Muchas gracias, Françoise, porque has sugerido tantas ideas, ha habido tantos comentarios de la gente que vamos a ver cómo lo organizamos porque es un poco difícil. Bueno, has empezado hablando de la semiótica, has empezado hablando del signo y sobre todo del síntoma, que es una idea que me ha interesado mucho y que ahora quizás se puede relacionar con otra idea que aparece aquí en Twitter, en el Zoom, es decir, una perspectiva semiótica, la perspectiva del síntoma. ¿De qué es esto síntoma? Es evidente que esta situación es un síntoma de algo, pero ¿de qué? Eso es lo que no sabemos, ¿no? Bueno, pensando en de Certeau y en otras gentes, hay detrás una teoría del poder, obviamente, y entonces yo creo que aquí hay también una dimensión sociológica y hay también una dimensión epistemológica que tiene que ver con la idea de dónde está la verdad, ¿no? Y yo recuerdo una idea de Umberto Eco que decía que hay que ir un poco más allá del texto, pero que el texto también tiene alguna verdad, ¿no? Entonces, bueno, no sé en qué plano vamos a situar la discusión. Quizás los ejemplos que tú has puesto son los de la sociología. Aquí hay una cuestión que dice,
de Dayana Vázquez, es de las últimas que he leído. A pesar de la proliferación de las fake news y los puntos encontrados, se podría decir que los medios, en especial la prensa, no son más que un reflejo de la realidad social. Es decir, los medios reflejan la sociedad. Es muy curioso, por ejemplo, no sé si está al tanto de lo que ocurre en España. Yo sigo muy de cerca los medios. La crispación que está, el continuo insulto que aparece no creo que aparezca en la calle, el insulto que aparece en el Parlamento aparece también en los medios de comunicación, no se pueden escuchar, están provocando algunos medios esa lucha entre ellos. Y yo no lo sé, creo que detrás está el tema del poder, pero yo soy más psicóloga que socióloga. No sé si he sido clara en mi pregunta. He introducido una de las que había aquí, que ahora mis compañeras podrán introducir más, Julia u otra persona. Vous m'entendez? Sí, sí, Oui. sí. Je voudrais répondre à la question effectivement qui dit que les médias reflètent la société. C'est à la fois vrai et c'est pas tout à fait sûr. Qu'est-ce qu'ils reflètent de la société? En France, il y a un phénomène qui est très intéressant et qui concentre l'attention des journalistes même vraiment. C'est que nous avons une chaîne de télévision continue, CNews, qui a complètement changé d'orientation. C'est-à-dire que, au lieu d'être une chaîne d'information qui donne des informations sur l'état du monde, c'est devenu une chaîne essentiellement de débat. C'est-à-dire que l'information occupe très peu de place, quelques minutes, et puis après on en débat. Et ces débats retiennent des thèmes qui sont toujours des thèmes assez populistes, comme la sécurité, comme l'immigration, comme la violence, etc. Et cette chaîne a vu son audience augmenter considérablement ces derniers temps. Et donc on voit très bien que cette chaîne, dans une France qui est maintenant 30% à l'extrême droite, avec Marine Le Pen, 30% à l'extrême droite, des médias se sont dit on ne va pas refléter la société, on va refléter cette partie où il y a gagné énormément d'audience. Et donc, c'est-à-dire donc faire des débats qui flattent constamment, tout le temps, des idées qui sont brandies agitées, des peurs agitées par l'extrême droite. Donc voilà, c'est-à-dire que effectivement, je suis tout à fait d'accord que les médias devraient refléter la société. Mais là, on voit très bien comment il se transforme un processus qui est celui de fake news, fake news, Fox News. C'est un lapsus intéressant. Fox News aux États-Unis, c'est-à-dire flatter la population la plus traditionnelle et la plus extrême, qui comme on a vu, peut-être amener telle ou telle personne à la présidence de la République. Muy bien. ¿Quieres tú transmitir alguna otra pregunta, Julia? Yo quería preguntar que si este odio al experto lo ha provocado la participación en Internet o ya venía de antes y esto ha dado voz a algo que era un problema que estaba ya latente. Oui, je pense que non, je pense pas que ça soit effectivement Internet. J'ai cité tout à l'heure une phrase de Michel Foucault de 1963, je crois, qui montrait bien déjà que l'intellectuel était quelqu'un qui était à abattre. Donc, je pense pas que ça soit nouveau. Il y a eu des mouvements de tout temps, des mouvements populistes qui pensaient que les intellectuels étaient ce qui perdait les gouvernements et les pays. Simplement, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, comme je le disais, pour moi, c'est symptomatique, c'est-à-dire que ce que j'ai analysé au début sur le site du Plus
on le voit indirectement, cette haine de l'intellectuel. On ne va pas l'affronter brutalement, mais on le sent à travers beaucoup de positions, et notamment pour les professions les moins légitimes. Alors moi, je suis un peu légitime parce que prof d'université, c'est à peu près légitime, mais sémiologue, ça l'est moyennement, et travailler sur les médias, c'est quand même pas très bien. Je pensais, quand j'ai commencé dans l'université, j'ai réussi avec pas mal d'amis, enfin je ne suis pas le seul et loin d'être le seul, à imposer le cinéma comme objet d'étude. Et les latinistes, vous parliez tout à l'heure, non, je ne sais plus si on parlait de... Les latinistes pouvaient dire, parler de cinéma, c'est absurde, c'est pas les humanités, etc. Bon, quand j'ai commencé à parler de la télévision, les gens de cinéma ont dit non, mais la télévision, c'est pas sérieux. Le cinéma, oui, mais pas bon. Donc voilà, je pense que c'est certaines professions, certaines disciplines qui ne sont pas légitimes et qui entraînent cette haine de l'intellectuel en général. Voy a recoger también otra pregunta de Sara Cortés, que creo que es más o menos que dice, los medios de comunicación han sufrido mucho por todas estas desinformaciones y contradicciones, imagino que se refiere a esta etapa de pandemia, que realmente provienen de otros, de expertos. Y añado, ¿cuál sería la manera que podrían los medios para dar una información que fuese considerada neutra o no partícipe de que no pueda ser considerada unida a un tipo de poder? Porque parece que todo el mundo es sospechoso ahora de tener un contrato con alguien de poder oscuro que hace manipular la información, ¿no? Bon, trouver les solutions, c'est toujours le plus difficile. Je pense que, en l'occurrence, dans le cas de la pandémie, il aurait fallu souvent plus de pédagogie pour expliquer à la fois ce qu'est la science et ne pas laisser n'importe qui s'exprimer. Ça paraît pas très démocratique ce que je dis, mais je pense que la contradiction des différents experts est quelque chose qui suscite plus d'inquiétude chez le public que quelques informations vraies, quoi. Claro. Pues puede ser que también la falta a veces de imágenes de lo que estaba ocurriendo, de todo esto pueda ser suplido, o sea, todos estos puntos oscuros que no veíamos en los medios, yo creo que por una cuestión ética, más bien se han aprovechado todas estas personas en Internet para crear teorías del complot. Oui, peut-être, mais aussi les contradictions. Comme je le disais tout à l'heure, on a affaire maintenant à souvent des gens qui analysent l'image, contrairement à il y a des décennies. Et parfois, ils voient justement dans l'image des raisons aussi de complot. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'image du président Macron sans masque dans une réunion. Et aussitôt, on dit, ben, vous voyez, s'il n'a pas de masque, ça prouve qu'il ne craint pas le Covid et que le Covid n'est pas dangereux. Voilà. Et en l'occurrence, l'intention était au départ de tromper, puisque cette photo de Macron sans masque était une photo qui datait d'il y a 2 ans. Voilà. Mais pour revenir, je repense à la première question de Diana sur les médias qui reflètent la société. En France, actuellement, alors je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais je suis certain que ce n'est pas si différent. En France, tous les journaux télévisés parlent tous les jours, font le même sujet qui est la détresse du restaurateur ou du patron de café qui ne peut pas rouvrir son établissement. Et ça, c'est tous les jours, c'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire que c'est vu sous l'angle du commerçant, en général, du commerçant qui est, comme on sait,
souvent le lieu du populisme. Donc, si vous voulez, justement, on a plus un choix, il y a vraiment un choix des médias actuellement d'une partie de la société et pas tout à fait de toutes les parties. Pilar, no sé si tenías alguna pregunta o continúo. Sí, sí, yo tenía aquí algunas que estoy apuntando. ¿Me oís? Sí, sí, perfecto. Oui, oui, j'entends, je regarde. Perdón. La cuestión que la he escrito ahí, he escrito dos, que quizá me interesa más la segunda. Espera que me cambio, me voy a cambiar al francés porque es que estoy cambiando de una a la otra. Estoy ahora en el español. Vale. Me ha interesado mucho la idea de las múltiples voces de Bakhtin. Yo he leído bastante a Bakhtin, pero ahora no recuerdo bien sus conceptos, o sea, tengo un poco confusas las ideas porque hace tiempo. Pero ¿puede haber, según Bakhtin, voces discordantes? ¿Cuáles son esas voces discordantes? Y sobre todo, ¿quién decide cuáles son? Porque es que para mí esta es la idea clave, ¿no? Las voces discordantes frente a qué y cómo. Bueno, quizá puede responder a esta cuestión de las voces, que también estaba por ahí, por otras preguntas, porque está también, por ejemplo, claro, una voz sería la voz del experto y otra voz sería la voz del que no es experto, la voz del participante o como usted lo ha llamado antes. Y claro, según Bakhtin, tiene que haber un diálogo. Entonces, a mí me da la impresión que hoy ese diálogo no existe muy a menudo. O sea, se dialoga con los que tienen una voz parecida, pero no con los que tienen una voz diferente. Entonces, esas ideas de Bakhtin, tengo la impresión de que el diálogo verdadero no sé si se logra, o por aquí me parece un modelo muy potente para interpretar la realidad en los medios. Muchas gracias por haberla traído. Alors, dans mon propos, c'est vrai que j'ai parlé de Bakhtin, mais de Bakhtin non pas pour la polyphonie, mais pour le carnaval et ce qu'il a écrit en fait sur le rire chez Rabelais. Donc, j'ai pas utilisé ces notions là. Mais effectivement, je pense que on pourrait tout à fait légitimement et avec succès utiliser c'est la question des voix multiples de la polyphonie de Bakhtin. On voit bien que, comme vous le dites, le problème qui se passe actuellement, c'est que sur les réseaux sociaux, certains font en sorte de faire échouer le dialogue. Parce qu'il y a un problème qui est celui que vous dites, c'est d'être entre soi. Bon, ça, c'est une chose. Mais après tout, entre soi, parfois, on peut aussi avoir des différends et ça me paraît quand même intéressant de discuter avec des gens avec qui on est à peu près d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Et il y a l'autre problème qui est celui de mettre en échec cette possibilité de dialogue que permet Internet. Et c'est le rôle des trolls. Hein. C'est-à-dire que le troll est quelqu'un qui va montrer que ce qui est bien huilé, ce qui fonctionne bien, n'est qu'une apparence et il va essayer de le casser par ses interventions. Alors on sait, souvent on dit don't feed the troll, mais c'est vrai qu'on perd très vite une discussion quand on se fait insulter parce qu'on a envie de répondre et donc finalement cette idée de dialogue à plusieurs voix se perd complètement, chacun retourne chez soi. Y si pudiera, me gustaría mucho que profundizase un poco me cambio de canal, que profundizara un poco en la idea de carnaval, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con los videojuegos o con las comunidades de fans en las que nosotros trabajamos, la idea de carnaval es muy potente y me gustaría que la explicase un poco más de lo que ha hecho en los medios. Creo que puede ser muy iluminadora.
Ce que je pense, si vous voulez, dans l'idée de carnaval, c'est qu'on a eu un premier moment de la contestation qui est de contester les chiffres d'une manifestation, de contester des solutions données par le gouvernement, de différentes contestations. Maintenant, pour moi, c'est carnavalesque parce que il s'agit de renverser véritablement les valeurs. C'est-à-dire, par exemple, pour la plupart des gens, la science, c'est quelque chose qui repose sur le savoir. Et donc, les gens qui suivent les scientifiques, n'ont pas, a priori, devraient avoir raison. Eh bien, les anti-masques vont dire non, justement, c'est nous qui savons, hein, c'est nous le savoir maintenant, et c'est pas vous. Et donc, on prend votre place et ceux qui vous suivent sont des moutons et c'est nous qui donnons la vraie impulsion scientifique. Donc, c'est pour ça que je parle de carnaval, parce que c'est véritablement, ça n'est plus une contestation seulement des valeurs, mais c'est un retournement, véritablement, et une place qui est revendiquée par certains. Tal vez puedes retomar alguna otra pregunta. Vale. Pilar, ¿puedo? Sí. Hola, Pilar. Sí. Vale. No, que pensando quand on pense à l'idée de carnaval, des fois aussi, vous avez parlé de l'anonymat, non, des interventions des trolls. Est-ce que l'anonymat, c'est une espèce de déguisement comme dans l'époque de carnaval? Ça nous aide. Ouais. C'est un rapport aussi. Est-ce qu'on devrait avoir de l'anonymat ou on continue avec des avatars ou d'autres types d'identités sur Internet? Alors, c'est une question très importante et très discutée. C'est vrai que moi, personnellement, je suis contre l'anonymat. Parce que j'ai remarqué très souvent que, justement, les gens qui s'annoncent avec leur identité contestent, discutent, mais pas de la même façon que ceux qui sont sous pseudonyme. Parce qu'en fait, c'est pas un anonymat, c'est un pseudonymat. Hein. Donc, j'ai souvent remarqué que les plus brutaux sont quand même ceux qui sont sous pseudonyme. Alors, donc, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre son nom et que quand on va témoigner dans un procès, on ne met pas un masque de Mickey. Hein. Alors, ceux qui sont pour l'anonymat disent de toute façon, on peut toujours retrouver quelqu'un par l'adresse IP, etc. Mais je pense que c'est un argument qui est faible, parce qu'il est évident que quand je t'ai insulté, je pouvais demander à la limite qu'on enlève, que le modérateur enlève l'insulte, mais il n'était pas toujours d'accord, le modérateur. Et d'autre part, retrouver l'adresse IP, etc., je veux dire, c'est un processus compliqué. Si je me fais traiter de prof nul, etc., bon, c'est beaucoup de boulot pour aller contre ça. Et je dirais tout à fait inégal, parce qu'il y a eu en France quelques procès extrêmement intéressants où une personne qui avait été menacée de mort par des pseudonymes, on a fait l'enquête et on a retrouvé ces gens et on les a condamnés en justice. Bon, mais c'était une journaliste assez connue à qui c'était arrivé. Je veux dire, ça n'est pas facile pour vous et moi, si vous êtes traîné, menacé de mort, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très, 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 très courant que quelqu'un soit menacé de mort parce qu'il a dit simplement ce qu'il pensait d'un phénomène. Ça n'est pas... Je veux dire, il y a en France des plateformes dédiées à ce travail de recherche de gens qui insultent ou qui sont homophobes ou qui sont racistes, etc. Mais c'est une entreprise très, très lourde quand même. Donc, bon, je reste quand même convaincu que l'anonymat est toujours assez propice à la haine. Tengo una cuestión, bueno, no sé si hay cuestiones más relacionadas con el tema, perdón, me cambio otra vez, es que
He cambiado de canal. Perdón. No sé si hay alguna otra cuestión sobre este tema que estamos planteando, pero nosotros también trabajamos en la televisión, sobre todo en las series de televisión. Y bueno, analizamos más desde la perspectiva de la audiencia que desde la perspectiva del medio, porque trabajamos con gente joven en comunidades de fans, ¿no? Por ejemplo, de las series más conocidas entre la gente joven. Y entonces su último libro, que me ha parecido apasionante y además creo que nos da la visión de la cultura francesa. Ayer tuvimos la cultura alemana y creo que es muy importante esta visión que no sea solo anglosajona, sino que sea una visión multifacética desde las lenguas. Cada lengua tiene su cultura, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicase un poco acerca de lo que usted considera que ha querido transmitir en su último libro de la televisión, de qué tienen que ver las plataformas en streaming, de si esto ha cambiado la forma de hacer televisión. Obviamente de verla lo sabemos, de hacerla no lo sé seguro. Yo no soy experta, pero nos gustaría mucho que pudiera comentarnos algo. Aquí veo que habla, por ejemplo, de la fábrica, del artesano, de la publicidad, de los temas que nos interesan mucho y que usted tiene una perspectiva muy rica. Perdón si me he ido del tema. Non, enfin, vous posez une question qui est très large quand même, parce que on peut Ya. vous répondre sous beaucoup d'angles et je ne sais pas exactement lequel choisir. Mais ce qui me semble, c'est que pour nous, chercheurs, justement, qui travaillons sur ces objets, la difficulté, c'est que nous sommes trop près temporellement presque de ces objets. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que beaucoup de choses qu'on dit sur les plateformes notamment, comme si c'était constitutif des plateformes, sont au bout de quelque temps contredites par la réalité. Je prends plusieurs exemples. On dit, bon, les plateformes, c'est formidable parce que c'est quand on veut, où on veut, sur n'importe quel terminal. Bon. Et donc, contrairement à la télévision qui nous impose des rendez-vous, qui nous fixe avec une grille des moments de programme, etc., bon, on s'aperçoit que la tendance, pour l'instant, c'est de remettre sur les plateformes des rendez-vous qui étaient l'apanage de la télévision. C'est-à-dire que les plateformes vont dire le 3 juin, vous pourrez voir la suite, la 4e saison de telle ou telle série. Hein, et donc, ça, on va fixer des rendez-vous. Il y a plein d'autres phénomènes dans lesquels la télévision est en train d'influencer les plateformes. Par exemple, sur la plateforme Twitch, où on peut faire des discussions en direct. On voit aujourd'hui des rendez-vous de direct, soit pour parler avec un homme politique, soit pour commenter les questions du gouvernement au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Et donc des rendez-vous qui sont donnés et le direct. Regardez, le direct, même chose. Le direct, on se dit que c'était l'apanage de la télévision. Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les plateformes font du direct. Donc, voilà, ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est qu'il faut faire très attention, de façon générale, d'ailleurs, dans les sciences de l'information et de la communication, il faut faire très attention à ne pas mélanger ce qui est constitutif d'un média ou d'un phénomène et ce qui est facultatif, qui peut arriver à un moment donné, etc. Mais il est tout à fait... On voit des signes, par exemple, que une plateforme comme Netflix est en train de se battre aussi, plus ou moins, sur le terrain de la télévision. Par exemple, Netflix a fait à un moment, il n'y a pas si longtemps, un jeu de télé-réalité dont j'ai oublié le nom, mais c'était une télé-réalité, alors qu'on pensait que ce genre de choses, de flux, ne pouvait exister qu'à la télévision. Donc voilà, ce que je dirais, dans un premier temps, c'est que
on va un peu trop vite parfois dans le fonctionnement. J'ai même vu que Netflix en France a proposé, je ne crois pas qu'il l'ait fait dans tous les pays, ils ont proposé une invention absolument géniale qui consiste à diffuser des programmes dans l'ordre qu'il veut et que le spectateur puisse les regarder au moment où il passe. C'est-à-dire qu'ils ont réinventé la télévision. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué finalement de comparer les deux. Mais j'ai répondu qu'à une partie de votre question. Ya, tendría en esta línea que dice usted de que hay algo específico que me encanta la idea, ¿no? Porque ningún medio sustituye al otro, sino que los medios se complementan. Eso es lo que yo he aprendido hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso en televisión española que nosotros analizamos, que era un programa de un talent show, ¿no? que se llama Operación Triunfo. Entonces, este programa era el programa clásico, el que la audiencia estaba ante la pantalla, no sé qué, era el formato clásico. Yo no soy especialista en televisión, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezaron a bajar las audiencias. Porque, claro, la gente joven, aunque vea la televisión en su tableta, quiere otras cosas. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Engancharon a la gente joven. ¿Pero sabe cómo? Haciendo un telerrealidad que atraía a las audiencias y entonces estaban 24 horas en lo que llamaban la academia. ¿Y qué pasaba? Pues que además se inventaron una aplicación en la que la gente joven tenía que pagar para luego poder votar quién iba a ir a Eurovisión. Claro, yo no sé, porque ya le digo, yo vengo de psicología y no es mi especialidad, he empezado tarde aquí, pero lo estudiamos porque la gente joven vive en ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque Televisión Española ganó muchísimas audiencias, realmente lo que le interesaba a la gente joven, porque entrevistamos a muchos, no era el concurso, era el reality show que les estaba interesando todo el rato. Claro, están mezclando dos programas de la televisión tradicional. Yo no sé hasta qué punto aquí pues hay un fenómeno transmedia, está presente en todos los sitios, cuál es lo nuclear. No sé, muchísimas gracias porque su opinión es súper interesante en este punto. Alors, Star Academy, c'est un des premiers programmes c'est un des premiers programmes de télé-réalité. Il y avait Big Brother, Star Academy et puis Survivor. Et c'est intéressant parce que entre l'Espagne et la France, il y a une grande différence. C'est que Star Academy, si je ne me trompe pas, a été sur la TVE, c'est-à-dire une chaîne nationale. Alors que chez nous, Star Academy était sur la plus grande chaîne française privée. Et ça a fait deux choses différentes parce que chez nous, Star Academy était ce que vous dites, c'est-à-dire une télé-réalité où les gens étaient suivis dans leur vie de tous les jours, on les voyait avec des coachs, on les voyait faire du chant, on les voyait se disputer, se fiancer, etc. Pas en Espagne parce que vous étiez en service public et que donc on a jugé que cette partie-là n'était pas bonne, pas noble, et donc on gardait surtout le chant. Hein. Donc c'est intéressant de voir. Alors, ce que vous appelez l'académie, on ne l'a pas eu directement, mais nous aussi, on a eu choisir le meilleur chanteur pour l'Eurovision. Donc, la même chose. Et bon, c'est vrai que il y a le relais du smartphone, du téléphone. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que la grande angoisse des gens de télévision, c'est que les gens ne regardent que la télévision vieillit et qu'on regarde de moins en moins la télévision. Mais on a vu pendant le Covid que la télévision a augmenté d'audience incroyablement. Alors, je ne sais pas si c'était pareil chez vous, mais en France, ça a augmenté considérablement. Et on a vu même des enfants regarder avec leurs parents les films de Louis de Funès, etc. Et donc, je pense que, vous voyez, on dit la télévision était finie.
Je ne crois pas. Ça dépend des occasions, ça dépend des moments. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on voit que les jeunes qui sont sur Internet pour choisir des chansons ou pour regarder des extraits ou pour regarder la vie d'un personnage, n'ont pas conscience qu'ils regardent de la télévision. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte très souvent qu'ils regardent un programme de télévision, ils pensent que c'est Internet, que c'est autre chose. Et il y a donc un truc absolument étonnant. Pardon. Hola, buenas. Bueno, Bueno, perdón, he levantado la mano, pero como tenía acceso para abrirme la cámara, la he abierto directamente. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta conferencia. Esto me ha llevado un poco a pensar en esto que estabais comentando ahora de Operación Triunfo, que precisamente ahora hay bastantes programas que me llaman la atención porque realmente lo que están haciendo es trasladarlo con aplicaciones. O sea, realmente a la vez que se ve los programas o la serie de televisión, te incitan constantemente a participar en una aplicación para votar y demás. Entonces, pues no sé si, o así como un poco de... quería saber pues que si realmente piensas que ese puede ser el futuro o que si simplemente se trasladará de medio la tele, pero que seguirá, o sea, que si se convergerá o que si se trasladará de medio simplemente para otras nuevas audiencias. No sé si me he explicado. Difficile de vous répondre parce que je ne suis pas devin. Mais je pense que l'accompagnement des émissions par des applications, que ça va se continuer absolument. Ça, c'est intéressant. J'ai participé récemment, je crois, à un livre en Espagne sur le transmédia, où on développe ces idées-là. Je pense qu'effectivement, il y a après, vous savez, quand il y a un nouveau média, il y a une période de concurrence qui fait très peur à l'ancien média. Quand la télévision est arrivée, le cinéma a eu très peur de disparaître à cause de la télévision. Et puis peu à peu, il y a des arrangements qui se font entre les deux pour survivre. Le cinéma en France a été maintenant financé par la télévision. La télévision fait la promotion du cinéma, etc. Donc, je pense que pour répondre à votre question, les télévisions ont besoin de Twitter, ont besoin des réseaux sociaux, ont besoin de leurs applications pour prolonger l'expérience appréciée par le public de la télévision, de choses, et que bien sûr les réseaux sociaux, ils ont aussi besoin de ça pour multiplier leur pouvoir. Donc je pense que on arrivera à des choses complémentaires et que ça n'est pas c'est pas seulement concurrentiel, c'est aussi ça va se résoudre dans des accords, des ententes, etc. On voit même, regardez YouTube, qui est peut-être la vraie concurrence de la télévision. YouTube, c'est la vraie concurrence de la télévision. YouTube, c'était quelque chose d'unique et d'extérieur. Maintenant, toutes les chaînes de télévision ont des relations, des programmes sur YouTube. Donc, on voit bien comment, après cette peur, ça s'apprivoise et on trouve des solutions d'entente. No sé si hay otra cuestión. Sí. Bueno, je pense que, bon, peut-être c'est un peu long comme question, mais vous avez parlé du fait que les experts, des fois, ils sont critiqués par eux-mêmes comme personnes, non par ces arguments, non? C'est un peu comme si on était tous devenus des personnages de Love Story, comme si on était dans une constante intimité. Et on s'adresse plutôt à l'intimité des personnes. Est-ce que le terme voyeurisme est fini? Est-ce qu'on commence à... Et c'est une autre façon, peut-être aussi de nous, comme êtres humains, à être dans les médias un peu partout. Et peut-être c'est ça un peu les tensions. Et
actuelle. Bah, c'est une réflexion un peu qui est là. Oui, mais je pense, Julia, que le voyeurisme a évolué, si on peut dire. Parce que au début, quand il y a eu Love Story, il y avait sûrement du voyeurisme. Mais à l'époque, on ne faisait pas des selfies, on n'avait pas la possibilité de se photographier sans arrêt. Aujourd'hui, tout le monde se photographie tout le temps. Donc, je dirais qu'il n'y a plus de voyeurisme vraiment. Le voyeurisme, enfin pas étymologiquement, mais pour Freud, c'est voir sans être vu. Or, au contraire, aujourd'hui, on est vu et on le veut bien la plupart du temps. Je veux dire, ça va du selfie au sex shop, pas au sex shop, pas au sex tape. Sex tape. Donc, c'est absolument incroyable. Mais je pense fondamentalement, même si c'est une plaisanterie, que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a commencé le millénaire en 2000 avec Love Story et en 20 ans, nous sommes devenus Love Story. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à pas pouvoir sortir, hein, être confinés, avoir des relations avec le monde qui sont uniquement médiatiques, hein, et dans lesquelles on a vu pendant quelques mois les gens inventer des trucs chez eux, faire des pastiches, faire du vélo d'appartement, faire un marathon sur le balcon, etc. Comme faisaient les lofters. C'était ce qu'on leur demandait. On leur disait, bon, maintenant tu vas faire un vélo, tu fais Paris-Strasbourg. Et c'était pareil. Donc finalement, on a eu Love Story et nous savons très bien l'acclimater puisque nous sommes aujourd'hui Love Story. Nous sommes tous des acteurs de Love Story. Nous avons et nous sommes, vous voyez, regardez, ce qui est amusant, c'est que pendant très longtemps, Internet n'avait pas le regard caméra. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Internet, on voyait des images, mais il n'y avait pas de présentateur. Et les informations sur Internet, il n'y a pas de présentateur. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes tous présentateurs. Tout le monde est présentateur de soi-même. Et donc, on n'arrête pas de se présenter. Donc, c'est très étrange, les changements qui se produisent, où finalement, on finit par ressembler à ce qu'on a regardé. C'est une sorte de contagion bizarre. Une sorte de contagion bizarre. C'est à force de regarder, on est devenus tous les personnages de Love Story. Oui, des personnages de fiction. C'est pour ça peut-être que c'est si facile de montrer la haine contre les autres parce qu'elle n'est pas réelle. Bon, c'est pas ces réflexions. Oui, elle n'est pas réelle dans le meilleur des cas, mais je pense qu'elle est réelle pour parfois. Bueno, tenemos que terminar porque además el intérprete acaba también y quiero darle personalmente las gracias porque nos ha hecho un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Y también, François... Je joins mes remerciements. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre travail. Et merci, donc merci Pilar, merci à tous, merci aussi à Julia. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. J'espère quand même un jour qu'on se rencontrera vraiment dans la vraie vie. Sí, cuando quiera, sabe que tiene nuestra universidad y será un honor de verdad para nosotros y esperamos que sea pronto. Muchas gracias, François. Merci beaucoup. Merci muchas a tous. Gracias, François. Muchas gracias, Julia y todos. Gracias. Adiós y también los técnicos. Un abrazo de España. Un abrazo. Adiós. Adiós.